Voilà, donc je remercie déjà tous nos intervenants d'être présents. Je suis vraiment de tout cœur avec vous pour dans cette crise-là. Il faut que nous nous unissions et que nous soyons les uns avec les autres pour pouvoir porter notre profession et faire en sorte qu'il y ait le moins possible de pédicures podologues qui restent sur le bord du chemin après cette crise. Voilà. Je me présente, je suis Bertrand Opicon, le président de l'URPS Podologue. Je sais que beaucoup ne connaissent pas forcément l'URPS, donc je vais prendre 1 à 2 minutes pour rappeler ce qu'est l'URPS et nous présenter. Donc, les URPS ont été créés en 2009 par la loi HPST. Nos missions ont été délimitées en 2010, le 2 juin 2010 exactement. Et nous avons 3 principales missions. La première, c'est d'être l'interlocuteur privilégié de l'ARS et de la direction de l'offre de soins en ville. La deuxième, c'est d'œuvrer et d'aider à la mise en place du projet régional de santé, donc en Île-de-France. Et la troisième, c'est de travailler de manière interpro sur certains projets régionaux avec les autres professions. Bien entendu, l'URPS ne travaille pas seule, elle travaille en collaboration avec l'Ordre régional des pédicures podologues et donc avec Cécile. Travaille également avec le syndicat régional des podologues d'Île-de-France, donc Jean-Loup et toute l'équipe du SPIF. Et nous faisons aussi partie de 2 associations que je tiens à nommer. La première, c'est la CNURPS, donc la Conférence nationale des URPS podologues, qui est important puisque ça nous permet de rester en lien et de savoir ce que font et ce qui se passe dans les autres régions. Et la deuxième association importante, association régionale, qui est l'AIUF, l'association inter-URPS francilienne, où nous sommes regroupés avec toutes les autres professions de santé, malheureusement à l'exception des médecins et des laboratoires. Mais ça nous permet de mettre en place des projets communs et de porter des messages auprès de l'ARS de manière plus soutenue et avec plus de force. Voilà pour la petite présentation. Maintenant, le cœur du sujet de cette crise sanitaire qui a commencé avec le confinement le 17 mars 2020, les actions de l'URPS, il y en a 2 principales. La première, c'est d'être un canal d'information entre l'ARS et les podologues de terrain, et de relayer aussi les informations, bien entendu, du Conseil national de l'Ordre des podologues et de la Fédération nationale des podologues. Alors, ce canal, il se fait au travers du site de l'URPS, il se fait aussi au travers de la page Facebook, mais c'est un canal à double sens. Donc moi, je vous invite toujours à continuer d'envoyer vos commentaires, vos problématiques par mail à l'URPS pour que l'on puisse faire remonter ça après directement à l'ARS. La deuxième mission depuis cette crise sanitaire, l'Agence régionale de santé en Île-de-France a mis en place une réunion journalière à laquelle participent toutes les URPS de la région avec les directions départementales de l'ARS et la sécurité sociale. Lors de ces réunions-là, beaucoup de thèmes ont été abordés et je me suis exprimé à rendre visible les efforts et la solidarité des pédicures podologues en rappelant tout d'abord que nous avions fermé nos cabinets et donc que nous n'avions plus d'entrée d'argent. J'ai rappelé aussi que nous avions donné les gants et nos masques et j'ai déploré que les pédicures podologues ne soient pas dans la doctrine justement nationale concernant les masques. Alors, au début de cette crise sanitaire, il était normal que nous n'y soyons pas puisque nous avions fermé les cabinets. Mais à l'approche du 11 mai, c'est une question qui prend de plus en plus d'importance. Actuellement, nous ne sommes pas encore dans la doctrine nationale, mais il y a des réflexions régionales sur l'attribution de dotation ARS de masques. Ça, j'y reviendrai un petit peu après. Un autre point sur la visibilité qui a abouti à un chantier qui a été accueilli par certains podologues qui ont sauté sur l'occasion, ça a été de permettre aux pédicures podologues de pouvoir faire fonction d'aide-soignant en renfort dans les EHPAD.
Alors cette question-là, elle a été importante parce qu'on a aussi des bilans tous les jours sur la situation en EHPAD qui était catastrophique. Et les directeurs d'établissement ont sollicité l'ensemble des professionnels de santé libéraux qui vont dans les EHPAD. Malheureusement, nous avions été complètement oubliés. Donc je suis monté au créneau sur ce sujet et ça a abouti à cette possibilité. Cette possibilité, bien entendu, qui est limitée dans le temps, puisque à partir du 11 mai, l'objectif, c'est que nous retrouvions tous nos cabinets pour pouvoir prendre en charge nos patients. Quelle action encore en cours qui a commencé il y a maintenant une dizaine de jours avec les autres professions de santé et principalement les 5 professions qui ont fermé leur cabinet, à savoir les orthophonistes, les orthoptistes, les masseurs-kinésithérapeutes, les chirurgiens-dentistes et les pédicures-podologues. Nous avons alerté sur la continuité des soins et l'importance de se préparer à l'organisation territoriale à partir du déconfinement. Donc là, qui s'annonce pour le 11 mai, comme le sous-entend fortement le Premier ministre. Et avant d'alerter sur cette question, l'ARS a décidé de mettre en place tous ceux qui n'ont pas coupé leur micro, merci de couper de travail qui concerne donc la reprise des cabinets. Nous avons déjà eu une séance plénière jeudi dernier, un groupe de travail spécifique à notre profession hier, et une prochaine réunion qui aura lieu jeudi. Bien entendu, ces réunions-là se font avec donc l'ARS, avec Cécile Casalet-Rastien pour l'ordre régional, moi-même et la Fédération des centres de santé. 2 principaux thèmes sur ce groupe de travail: la dotation des masques, le respect des normes. Donc, je pense que Cécile en parlera un peu plus que moi après. Donc, je vais m'attarder sur cette dotation de masques. Nous avons chiffré avec Cécile le besoin approximatif pour une semaine de fonctionnement, et ce qui nous amenait à 54 000, 60 000 masques pour une semaine, masques chirurgicaux. Alors, c'est là aussi où c'est important d'être en lien avec les autres ordres régionaux et les URPS des autres régions, parce que la question s'étant posée, on a pu voir que dans d'autres régions, certaines ARS ne faisaient pas grand-chose, alors que dans d'autres, la dotation pour les podologues était déjà quasiment effective. En tout cas, la décision est arrêtée. Donc, à partir de ces arguments-là, j'ai renvoyé un mail pour rappeler le chiffrage et donc demander à l'ARS une dotation de 60 000 masques chirurgicaux, 15 000 masques FFP2 et 750 litres de gel hydroalcoolique. Alors, bien entendu, c'est une demande, je ne sais pas encore si ça va être accepté. La seule chose que je peux dire sur ce sujet en plus, c'est que sur la réunion de ce midi à 13h, j'ai demandé la parole et j'ai rappelé cette demande pour l'IRPS podologue. La réponse de l'ARS a été la question que j'ai posée, est-ce que l'ARS s'engage à nous équiper ou est-ce que il va falloir que nous débrouillons tout seul? Et donc le directeur, coupez vos micros, merci. Merci de couper vos micros pour que tout le monde puisse bien entendre. Alors, je reprends la réponse de l'ARS, et que si l'ARS prend toutes les professions de santé, bien entendu, aucune profession ne sera oubliée et sera dotée du mieux qu'elle peut faire. Il y a eu juste un bémol par rapport au fait que l'ARS n'a quasiment plus de stock et devra, elle aussi, soit réquisitionner, soit acheter le matériel et les fournitures pour la reprise des cabinets des professions de santé. Alors, après, j'ai entendu le Premier ministre qui a dit que tous les soignants seraient équipés. J'aurais bien posé la question, est-ce qu'il parlait des soignants à l'hôpital ou est-ce qu'il parlait des soignants aussi en ville? Ça, c'est la grande question à laquelle je n'ai pas la réponse. Le dernier point que je voulais aborder, c'est toujours dans ce groupe de travail, j'ai tenu à alerter à la réunion sur la spécificité de notre profession, du fait que nous n'avions pas accès à l'aide proposée par l'UNCAM et que globalement nous avions très peu d'aide financière. Donc nous avions un modèle économique au niveau des cabinets libéraux qui était extrêmement compliqué et avec un risque de fermeture des cabinets.
L'ARS m'a répondu que nous pouvions utiliser ce thème dans les fiches de recommandation, ce que je pouvais comprendre. J'ai insisté pour que l'ARS en prenne quand même état de fait. Donc, ils ont accepté de le mentionner, de dire que c'était important de se pencher sur cette problématique. Donc, pour conclure, je sais pertinemment qu'il y a de nombreux cabinets et de nombreux podologues parmi nous qui sont dans une situation économique professionnelle très délicate, situation économique qui peut avoir des conséquences fortes aussi sur un plan personnel, et c'est pour ça que l'URPS Podologue Île-de-France a mis ce matin sur la page Facebook, pas encore sur le site, un sondage pour connaître l'impact financier sur nos cabinets et sur le budget personnel, sans rentrer bien entendu dans les détails, un sondage anonyme. J'ai fait passer ce sondage dans l'URPS pour essayer d'avoir un maximum de réponses et pouvoir donner un argument supplémentaire aux différentes revendications, principalement de la FNP pour Serge, en prévision de ce qui se passe avec une CAM. Je lance un dernier point que j'ai entendu avec le Premier ministre. Il expliquait que le déconfinement se ferait de manière progressive et l'ARS nous avait prévenu une bonne semaine, une des régions les plus touchées, le déconfinement serait peut-être plus long. Voilà, sur les réponses que je peux apporter sur les questions que j'ai pu lire, entendre et que je me posais moi-même. Merci de votre écoute. Merci Bertrand pour ce portrait dressé au niveau de l'URPS. Serge, tu peux enchaîner et puis on mettra Cécile après toi. Ok. Est-ce que je suis audible? Oui, on t'entend, Serge, impeccable. Très bien. Bon, alors, pour la Fédération nationale des podologues, je vais surtout m'entretenir avec vous sur l'aspect économique, parce que cette crise, en fait, épidémique, elle a eu deux répercussions. C'est d'abord la crise sanitaire, et vous l'avez tous vécu et nous continuons à le vivre. Il était peut-être effectivement naturel que ce soit d'abord Cécile pour l'ordre qui intervienne avant moi, puisque tout ce qui concerne la problématique de la crise sanitaire, ça a été quand même l'ordre qui l'a mené, qui continue à le mener, avec le soutien des syndicats régionaux de la FNP, parce que lorsqu'il a été demandé de cesser notre activité, puisque si vous vous souvenez bien, il n'y a pas eu de fermeture administrative des cabinets de podologie, pas plus d'ailleurs que ceux des autres professionnels de santé. C'est l'ordre qui a dû gérer, puisque c'est dans ses missions, notamment la garantie et la qualité des soins qui devaient être respectés durant cette période. Alors, peut-être qu'on en reparlera avec Cécile, mais ce que je peux dire tout simplement, c'est que la Fédération nationale des podologues a appelé à la responsabilité à la fois individuelle et collective de la profession quand il y a eu cette demande de cessation d'activité, dont je sais qu'elle a été pour beaucoup d'entre nous comment dirais-je, a entraîné des énormes sacrifices économiques, et je vais en parler. Alors, en ce qui concerne donc surtout la crise économique qui a impacté nos cabinets, il est sûr que la Fédération nationale des podologues, elle est montée au créneau, comme d'ailleurs toutes les autres professions de santé, pour essayer d'amortir l'impact de cette crise économique consécutive à cette épidémie. Nous avons donc au niveau de la Fédération nationale des podologues eu des actions qui étaient spécifiques évidemment à notre profession, mais nous avons aussi dû partager, pour être beaucoup plus efficaces, des actions qui étaient concertées et qui concernaient dans la transversalité les autres professions de santé, soit à travers la Fédération française des praticiens de santé qui regroupe toutes les professions paramédicales, avec l'Union nationale des professions de santé qui la regroupe toutes les professions de santé, avec le CNPS, le Conseil national des professions de santé, qui regroupe une partie des syndicats représentatifs
majoritaire des professionnels de santé. Et puis, il ne faut pas l'oublier parce que dans ce combat dans la crise économique, on a dû s'appuyer aussi sur l'UNAPL, l'Union nationale des professions libérales, qui a la possibilité de siéger dans ce qu'on appelle le dialogue social, c'est-à-dire qu'elle a pu intervenir pour les professionnels libéraux, et notamment la famille des professionnels de santé, lorsqu'il y a eu des discussions qui ont concerné les différentes mesures, dispositifs d'aide d'accompagnement du gouvernement pour les entreprises en général et les cabinets des professionnels de santé en particulier. Alors, il est vrai que concernant les différentes mesures qui ont été prises par le gouvernement pour accompagner nos entreprises, n'oublions pas que les cabinets de podologie sont considérés comme des micro-entreprises, et bien entendu, et évidemment, et vous l'avez constaté, nous n'avons pas pu bénéficier de la plupart de ces mesures. La seule qui a pu, et encore, même celle-là n'a pas pu concerner tous les podologues, ça a été l'aide de fonds de solidarité que nous avons obtenue avec beaucoup de difficultés parce que dans les échanges qu'il y avait avec Bercy, qui menait, si je puis dire, la barque, la veille de la promulgation du projet de décret, on s'est rendu compte que les professions libérales n'étaient pas intégrées. Et notamment les professionnels de santé, les syndicats sont montés au créneau, et je me souviens que c'est seulement à 23h30 que le conseiller du ministre, M. Benzaki, pour les professionnels de santé, a réussi à obtenir que nous soyons intégrés dans cette ordonnance, qui fait qu'aujourd'hui, une partie des podologues, mais pas tous, parce que vous avez vu que les conditions d'accessibilité et d'éligibilité, malheureusement, excluent bon nombre de podologues. Vous avez eu aussi les indemnités journalières que l'assurance maladie à titre dérogatoire nous a accordées, donc elles sont toujours en vigueur. En ce qui concerne l'aide de fonds de solidarité, les 1500 € par mois qui couvrent le mois de mars, qui vont couvrir aussi le mois d'avril et éventuellement le mois de mai. Juste une petite information, lorsque vous irez sur l'impôt.gouv dans votre espace personnel pour en demander l'obtention pour le mois d'avril, faites très attention parce que le RIB qui va vous être demandé, ce n'est pas le RIB personnel, mais ça va être le RIB professionnel. Donc, j'attire votre attention sur cette procédure. Voilà. Alors, en ce qui concerne notamment l'aide du Fonds de solidarité, l'UNAPL vient de demander qu'il y ait une prolongation même après le mois de mai. Nous n'avons pas effectivement la profession n'a pas été éligible à l'aide de la CNAM. Ce n'était pas une négociation, je le rappelle. La CNAM s'est contentée de faire une espèce de concertation pour savoir dans quelle mesure le périmètre allait pouvoir s'appliquer selon les critères obtenus par la CNAM aux professionnels de santé. Et le directeur, M. Revel, qui m'a appelé la semaine dernière, j'ai eu un entretien avec lui qui a été un des plus courts, si je puis dire, de ma carrière syndicale. Ça a duré 3-4 minutes. Il m'a tout simplement annoncé que la profession n'était pas éligible parce que le critère principal qui était retenu, c'est qu'il fallait que notre revenu conventionné, c'est-à-dire ceux qui apparaissent sur le SNIR annuellement, soit au moins égal à 50% de notre revenu annuel. Donc vous comprenez bien qu'avec les statistiques données par la CNAM, c'est-à-dire à peu près des SNIR à 3 500 € annuels, la profession n'a pas pu rentrer dans ce périmètre. Donc nous n'avons pas pu obtenir, ou nous n'obtiendrons pas ces aides de la CNAM, dont nous ne savons pas d'ailleurs encore pour nos autres collègues comment elles vont se conjuguer, puisque les ordonnances doivent sortir, et c'est à partir de ces ordonnances que nos collègues des autres professions verront plus clair. Mais a priori, d'après les échanges que j'ai avec mes collègues des autres syndicats de professionnels de santé, ça ne va pas être aussi simple et aussi facile que cela que de les obtenir. En tous les cas, compte tenu pour les podologues que pratiquement nous n'avons pas pu être éligibles à de nos nombreuses dispositifs d'accompagnement du gouvernement, nous nous sommes tournés vers la carte Ping-Pong
et nous avons demandé à ce que la carte PINCO envisage quand même une aide sérieuse de soutien aux podologues. Nous avons eu une réunion hier soir entre la FFPS et le conseil d'administration de la carte PINCO. A priori, notre demande n'est pas rejetée. Et nous avons d'ailleurs même le soutien des autres professions qui siègent au niveau de la carte PINCO. En revanche, pour des questions, on va dire, tactiques et stratégiques, nous attendons à ce que les ordonnances sur l'aide de la CNAM aux professionnels de santé paraissent pour que nous puissions ajuster après et définir le périmètre de l'aide que la carte PINCO pourrait nous apporter. Donc pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus. Dans les jours qui viennent, bien entendu, nous aurons des contacts avec les représentants de la carte PINCO pour pouvoir essayer d'obtenir une aide même qui soit une aide intéressante pour les podologues. Voilà en gros ce que je voulais vous dire. C'est un combat qui n'est pas facile. Alors en ce qui concerne la reprise, et compte tenu effectivement, comme l'a dit Bertrand, des problèmes qui sont posés à la profession, comme d'ailleurs aux autres professions de santé, c'est-à-dire une reprise qui puisse se faire avec, pour les professionnels, et là je parle des podologues, la possibilité d'avoir quand même un minimum d'équipements et notamment de masques qui nous permettent dans nos cabinets de pouvoir recevoir notre patientèle. Et suite au courrier que nous avions envoyé au ministre de la Santé, M. Véran, la semaine dernière, j'ai eu un contact avec le sous-directeur du cabinet de M. Véran, qui est en même temps le directeur de cabinet de M. Petraszewski, le secrétaire d'État à la réforme, qui m'a proposé pour demain une réunion pour en discuter et essayer de définir comment la profession va pouvoir redémarrer le 11 mai dans des conditions qui lui soient les plus favorables. Assistera à cette réunion les représentants de l'ordre, en l'occurrence son président Éric Proux, parce que même si le contact que j'avais eu avec le sous-secrétaire, le directeur du cabinet, je redemande aux participants de bien couper leur micro parce qu'on a des bruits parasites et du coup on a du mal à entendre ce que dit Serge. Essayez de bien couper vos micros s'il vous plaît. Je vous remercie. Excuse-moi Serge. C'est pas grave. Donc je termine en vous disant que l'objet ça va être un échange sur la fin du confinement pour la profession qui va aborder à la fois l'aspect sanitaire et économique. Seront présents le secrétaire d'État la réforme des retraites. Alors, je ne me demande pas pourquoi il est dans ce cadre-là, mais on en sait plus. Il y aura également présent le conseiller du ministre à la santé pour les professionnels de santé, M. Benzaki. Il y aura des représentants de la DGOS, la Direction générale de l'organisation de soins. Il y aura aussi également, et ça c'est très important parce que il y a un service au ministère de la Santé qui est incontournable, c'est celui de la Direction de la Sécurité sociale. C'est eux qui, en fait, détiennent, si je puis dire, les bourses du ministère de la Santé. Donc, on en saura un peu plus. Et puis, j'entretiendrai les résultats des échanges qui, à mon avis, vont se poursuivre jusqu'au mai, voire après. Une dernière chose, je dirais, même si la Fédération nationale des pédologues est la seule syndicat représentatif, il est sûr, il est certain, et nous l'avons prouvé dans toutes les informations que nous avons données en flux continu, la Fédération a estimé que dans ce cadre-là, ce n'était pas seulement à ses adhérents qu'elle devait donner des informations, elle l'a fait à toute la profession. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Serge pour toutes ces informations liées au combat syndical qui est mené. Il y avait beaucoup de questions, en tout cas, je pense, chez nos consoeurs et confrères, en particulier sur l'aspect financier, parce que aujourd'hui, c'est un petit peu les remontées qu'on a sur les syndicats régionaux. Il y a beaucoup de cabinets qui sont en extrême difficulté financière. Il faudra quand même que la FNP puisse apporter ce qu'elle a déjà fait, mais continue et en tout cas synthétise
parce que c'est revenu plusieurs fois dans les questions qu'on a eues par mail en amont de ce webinaire, qu'il y a un document synthétique de l'ensemble des démarches qui permettent aux consoeurs et aux confrères de pouvoir prétendre à des aides, subventions ou autres, pour pouvoir pallier au maximum la perte d'activité. Ça fait partie effectivement des demandes en fait qui revenaient le plus souvent. Après sur il y avait une question aussi qu'on va répondre tout à l'heure sur la reprise d'activité. Est-ce qu'aujourd'hui, si les podologues, au jour où on parle, si les podologues ont des équipements, que ce soit du gel hydroalcoolique, des masques, des surblouses, est-ce qu'ils ont le droit de reprendre leur activité? Est-ce qu'ils peuvent reprendre leur activité? Est-ce qu'ils peuvent ouvrir leur cabinet? Voilà. Toutes ces questions-là, il faudra qu'on apporte. Est-ce que le 11 mai, on pourra de nouveau pousser la porte au cabinet, recevoir des patients et prodiguer nos soins et réaliser nos organismes? Je vais faire un petit rappel des actions ordinales qui sont menées depuis le début de la crise sanitaire, puisque vous savez évidemment que l'Ordre national a pris toutes les mesures de fermeture de cabinet en raison du défaut d'accès de notre profession matériel barrière. Bon, ceci a été déjà évoqué juste avant. Même si je n'ai pas entendu tout ce que les intervenants ont dit, hein, malheureusement. Alors, tout ceci a été fait à la suite des arrêtés du 15 mars, puis du 16 mars, ce dernier qui réglementait les déplacements dans le cadre de la propagation du virus. Et dans la mesure où les pédicures podologues étaient privés des mesures barrières indispensables pour assurer la sécurité des patients, il a fallu effectivement stopper les activités. Malgré les demandes d'Éric Proulx auprès d'Édouard Philippe et d'Olivier Véran, il n'a pas pu être obtenu la fermeture administrative, ce qui aurait facilité un certain nombre de démarches pour les professionnels, mais bon, ça n'a pas été fait. Alors, on a un décret qui a été publié le 23 mars, qui a établi les dérogations liées au déplacement, avec notamment la possibilité de déroger au confinement aux patients ALD, avec une notion importante de soins non reportables. Et c'est à ce moment-là que l'Ordre a décidé de mettre en place les structures d'urgence podologique pour apporter des soins à ces patients les plus vulnérables. Alors, les structures d'urgence podologique se sont installées au fur et à mesure sur, premièrement, le volontariat, sachant que la structure devait être composée à minima d'un pédicure podologue et d'un médecin. D'autre part, il fallait avoir un matériel évidemment convenable en rapport avec l'article 77 que vous connaissez, et il y avait le problème des équipements barrières. Les structures d'urgence ne pouvaient fonctionner que sur prescription médicale. Donc ça, c'est très important parce que ça permettait d'authentifier, entre guillemets, le caractère d'urgence, parce qu'on sait tous, autant vous que moi, qu'un patient trouve toujours que le soin est urgent, d'accord? Donc, à partir du moment où un médecin l'avait effectivement constaté et prescrit, cela pouvait ouvrir la porte pour les soins donc, dans les structures d'urgence podologique. Sachant que ces structures d'urgence ont été validées les unes après les autres par l'Ordre national. Hein. Donc, pour ces ouvertures, chaque pédicure podologue qui souhaitait le faire a dû déposer un dossier et signer une attestation d'engagement à respecter toutes les mesures d'hygiène et de sécurité. Alors, j'ai vu un certain nombre de questions qui se sont posées autour de la rémunération. Évidemment, ce n'était pas du bénévolat, c'était des soins sur prescription, donc soit des AMP, soit des POD. Puisqu'elles étaient toutes prescrites. Hein. Après, les POD, évidemment, il n'y avait pas de dépassement, c'est 27 €. Et ensuite, dans les SUP, chaque pédicure podologue a appliqué le tarif habituel de ses consultations. Alors, donc, ce qui a été constaté, alors les SUP aujourd'hui, elles sont au nombre de 45 au total. Et là, je comprends dedans, enfin en Île-de-France, hein, bien sûr, je parle de l'Île-de-France, et Outre-mer, puisqu'il y en a une à La Réunion,
Les SUP ont eu beaucoup de mal à se mettre en place, et notamment à Paris. Et fort de ce constat, le docteur Havane, qui est donc la Pitié-Salpêtrière et qui est le président de la Société francophone de diabétologie, le docteur Havane, avec également Antoine Perrier, qui est lui-même pédiatre-podologue, avec le concours également du Conseil de l'Ordre, a décidé de mettre en place également des SUP, des structures d'urgence hospitalières. Dans ces structures d'urgence hospitalières, on en a 6 à Paris en fait. Certaines comportent un pédicure-podologue, d'autres non, mais ça permet de répondre à des plaies qui ne peuvent pas être prises en charge dans les SUP-villes. Alors, ce qui a été très intéressant à ce moment-là, c'est qu'il y a eu de la part d'Antoine Perrier et du docteur Havane une fiche qui a été établie pour pouvoir informer les médecins avec des critères bien précis pour savoir quels patients on pouvait envoyer en subville, quels patients on allait pouvoir orienter vers les hôpitaux. D'accord ? Ça a été un moyen de communication très intéressant pour le CIROP Île-de-France Outre-mer, puisque nous avions évidemment informé dès le départ tant l'ARS que les conseils départementaux de l'ordre des médecins, puisqu'ils étaient prescripteurs, pour leur signaler que ces structures d'urgence étaient mises en place. L'information, malheureusement, a très mal circulé. Et donc, l'activité des SUP s'est faite au fur et à mesure. Et aujourd'hui, ça fonctionne quand même mieux, puisque l'information a davantage circulé. Cette fiche des structures d'urgence podologique, elle a été utile également lorsque Éric Proulx a décidé de frapper fort en envoyant son courrier au ministère de la Santé. Vous avez tous lu et donc vous avez vu la réponse. Et ceci a permis une réponse du ministère, enfin ça a permis à la profession déjà d'être reconnue enfin un petit peu, puisque les SUP vont pouvoir bénéficier d'une dotation de masques. Bon, elle est encore mise en route, elle a été indiquée, signalée, mais malheureusement, aujourd'hui, aucune des SUP n'est fournie encore par le ministère. Au départ, le matériel devait être récupéré par chaque podologue dans les pharmacies les plus proches. Et là, visiblement, d'après ce que j'ai compris, en tout cas, il y aura un point seulement de chute. Bon, en l'occurrence, ça va être moi. Donc, il faudra ensuite distribuer les masques la mise en route des SUP, comme vous l'a dit Bertrand Opicon, a été compliquée du fait du matériel. Et je remercie encore une fois l'URPS, puisqu'en fait, c'est l'URPS qui a vraiment permis par l'achat de 150 kits de pouvoir faire en sorte que les professionnels soient convenablement protégés. Signalons aussi que l'autre matériel, on a eu un don également de 5000 gants par l'hôtel Pullman de la Tour Eiffel, et ça, c'était plutôt bien. Alors, que voulais-je dire d'autre? Alors, ce qu'il faut quand même bien comprendre, c'est que les personnes Excuse-moi deux secondes, Cécile, je viens d'avoir une information de gens qui s'occupent de la gestion du webinaire. Il faudrait que tout le monde, tous les participants baissent le son voilà. Tous les intervenants baissent le son pour éviter les phénomènes d'écho. Voilà. Excuse-moi, je te redonne la parole, Cécile. Oui, je t'en prie. Je vais redonner une indication quant aux soins qui étaient ciblés par les SUP. Ces soins concernaient au départ, en raison du décret du 23 mars, les patients qui étaient ALD, vous le savez. Ensuite, compte tenu du prolongement de la durée du confinement, il a été décidé que seraient également éligibles toutes les infections, quelles qu'elles soient, ainsi que les inflammations qui concernaient les patients d'ALD, puisque l'on sait que les inflammations peuvent entraîner rapidement infection, dégradation, etc., notamment auprès de tous ces patients vulnérables.
Alors, à côté de ces SUP, pouvaient également intervenir, et ça avait été tout à fait bien expliqué par M. Proux, il avait bien été dit que des pédicures podologues pouvaient se rendre au domicile des patients exactement dans les mêmes conditions, pour les mêmes motifs, c'est-à-dire les soins dont je viens de vous parler, et également sur prescription médicale. Ceci a été le cas également pour les EHPAD, c'est toujours la même chose. Je vous avais envoyé un mail à ce sujet pour que les choses soient bien claires, à la suite d'une communication ARS qui n'était pas tellement. Voilà, donc aujourd'hui, on a les SUP qui fonctionnent. Bon, certes, ça ne fait pas beaucoup sur le territoire, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément évident. Et puis, on a une partie de la profession qui, si elle est équipée, peut aller au domicile des patients. Alors, j'insiste beaucoup sur cette notion de prescription, cette notion de confinement, parce que l'on sait malheureusement que des cabinets ont continué d'accueillir des patients. Je pense qu'ils ne se rendent pas compte à quel point ils s'exposent vis-à-vis de leur responsabilité civile professionnelle, qui, quoi qu'il arrive, s'appuiera sur la demande de fermeture du Conseil national de l'eau. Donc ça, c'est vraiment un risque qu'ils encourent. Après, concernant les mesures barrières qui sont prises par ces professionnels, je n'en ai pas la moindre idée. Mais en période de confinement, il est quand même normal, me semble-t-il, de respecter ce que l'ordre préconise, demande. C'est une question de respect de la santé publique, tout bêtement. Alors aujourd'hui, le Conseil de l'ordre, et ça je sais que les professionnels étaient en grande attente de ceci, ont accès à partir de maintenant à la fiche de recommandation pour la reprise d'activité à partir du 11 mai. Donc, elle est mise en ligne sur le site de l'ONPP. Et pour ce qui concerne les actions cardinales qui se sont faites au fur et à mesure, je vous invite, si vous n'avez pas à vraiment consulter le site de l'ordre, puisque au fur et à mesure, tout a été transmis de façon très transparente. Les actions d'Éric Proux vis-à-vis des différents acteurs de la santé, de l'économie et des finances, pour essayer d'obtenir un maximum de solutions favorables pour notre profession. Alors, aujourd'hui, où en sommes-nous également? Mais ça, Bertrand Picon vous en a parlé. Je fais partie avec lui du groupe de travail qui concerne également la reprise d'activité. Je pense que ce n'est pas la peine d'en dire beaucoup plus, puisque ça a déjà bien été évoqué par Bertrand. Voilà, bon, écoutez, là maintenant, ce qu'il faut vraiment souhaiter, c'est que déjà d'ici la fin du confinement, que les podologues qui font n'importe quoi en ouvrant et en n'étant pas équipés stoppent leur activité. Nous, on a déjà envoyé quelques courriers à ce sujet-là. Ensuite, bon, on va croiser les doigts pour que l'on puisse obtenir du matériel. Alors, ce qui est quand même important de signaler, c'est qu'on a fait des courriers à la région, au département. On essaie tous, les uns et les autres, de solliciter toutes les collectivités qui peuvent aider à acquérir, à avoir, à disposer de matériel au pays afin de pouvoir recommencer notre activité pour répondre aux besoins des patients et pour éviter évidemment que les professionnels ne perdurent dans un marasme économique évident. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous transmettre pour le moment. Cécile, je te remercie beaucoup pour cette intervention. Il y a une question qui revient régulièrement sur Internet et qui est: est-ce qu'on connaît la liste du matériel de protection que chaque podologue devra prévoir pour la reprise de son activité? Oui, alors justement, c'est ce que je disais, elle a été mise en ligne là tout à l'heure par l'ONPP. Je n'ai pas lu, mais je pense, en fait, c'est la même configuration que pour les structures d'urgence podologique. C'est-à-dire qu'il faut être équipé
de blouses, de surblouses, de pantalons de soins, de chaussures dédiées à l'exercice en cabinet, de masques, de visières, de charlottes, sachant que dans la mesure où il y a des problèmes d'approvisionnement d'un certain nombre de ces équipements, des solutions alternatives peuvent être envisagées. Cet équipement barrière est exactement le même que celui dont il a été question avec l'ARS lors de notre réunion de travail hier, puisque nous sommes quand même avec des patients qui restent longtemps avec nous, qui sont à une distance quand même pas très éloignée pendant les soins. On n'est pas à 1,50 m, évidemment, ou alors ils auraient des très grandes jambes. Voilà, donc en fait, l'idée, c'est de protéger au mieux les patients, les praticiens, évidemment. Alors, vous allez me dire, oui, mais les patients vont venir normalement avec un masque. Oui, on est bien d'accord. Mais quand vous voyez comment sont utilisés parfois les masques, il faut quand même rester méfiant, parce que si vous avez des soins qui durent 3 quarts d'heure, le risque de contamination automatiquement augmente. En plus, pourquoi avoir la charlotte qui peut effectivement poser question, c'est que vous utilisez des instruments rotatifs avec de l'eau, plus ou moins. Bon, là, je présume que vous allez certainement essayer de limiter, mais il y a des moments où on en a vraiment besoin. Donc, toute cette aérosolisation fait que ça expose à des risques. Donc, voilà pour le matériel barrière. Et attention également, si le pédicure-podologue reprend son activité sans ce matériel barrière, il n'est pas exclu que le RCP ne puisse pas fonctionner. Donc, c'est une petite mise en garde. Faites attention à vous. Faites attention à vous. Cécile, oui. On me pose une question un peu cash. Oui. Je vais te la poser comme elle est revenue. Oui, vas-y. Si on devait t'expliquer comment on fait, pourquoi ne pas reprendre si on a de quoi faire aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, les choses sont très claires. Il faut sortir du confinement uniquement pour les soins d'urgence non reportables. Voilà pourquoi. Et que par conséquent, on ne peut pas faire autrement que de respecter les consignes ordinaires. Parce que la RCP ne couvre pas. Parce que la RCP ne nous couvre pas, absolument. Des assureurs ont été contactés de ce point de vue-là et ils ont dit qu'ils ne prenaient pas en compte toute activité qui se ferait de nouveau en cabinet avant le 11 mai. Les choses sont très claires. On a tenté un webinaire à distance. On a réussi à le mener, on a réussi à écouter, à entendre les intervenants qui sont quand même ceux qui vous représentent au niveau des instances nationales et qui nous défendent. On a vu Serge qui nous a expliqué tous les combats qui étaient menés. Cécile nous a expliqué aussi ce que mettait en place l'ordre et Bertrand avec l'URPS. On est au turbin, on est au boulot pour vous défendre, pour travailler pour vous. Bien sûr, le problème majeur, ça va être le problème économique. Je vous encourage à aller sur les supports du gouvernement pour solliciter les aides que vous pouvez avoir. Je vous encourage également à solliciter vos assurances. Elles ne couvrent pas la perte d'activité pour la majorité, sauf si vous avez un contrat multirisque professionnel. Mais si vous n'en avez pas, la majorité des assureurs ont mis en place des fonds spécifiques pour aider les professionnels qui sont en situation de détresse. S'il y en a parmi vous, sollicitez-les, envoyez des emails, faites-vous connaître, parce qu'il y a aujourd'hui des fonds mutualistes à destination des professionnels de santé. Voilà. Je vous rappelle que vous pouvez nous adresser par mail sur l'adresse du SPIF toutes vos questions. Je les transmettrai à l'ensemble des intervenants pour qu'on puisse vous apporter des réponses. Je m'excuse une nouvelle fois pour la piètre qualité sonore, mais nous avons été trahis par cette plateforme de webinaire. On fera en sorte d'essayer d'en trouver une meilleure ou avec un peu de chance, il y aura moins de monde qui se connectera en même temps pour le prochain. En tout cas, je vous remercie tous pour votre participation.